Bonjour et bonsoir, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'ai une fidèle abonnée qui est là et qui va se présenter sans plus tarder. Bonjour à tous, je suis Julie. J'ai eu cette occasion de poser certaines questions au vice-versa. Je pense que nous nous les posons tous. Nous allons commencer dès maintenant par la première question. D'accord, merci beaucoup. Alors la première question, c'est quoi? Pourquoi votre chaîne s'appelle Psychospirit? Oui, la chaîne s'appelle le Psychospirit parce qu'on parle de ce qui a trait à l'essence humaine, la psychologie, la psychoanalyse et aussi du spirituel. Donc, c'est pour cela l'appellation psychospirit. Très bien. Alors, pour vous, dans une famille PN, y a-t-il qu'un seul bouc émissaire ou peut-il y en avoir deux? Dans une famille de pervers narcissiques, une fameuse meudienne, comme on aime bien l'appeler ici sur cette chaîne, nous avons toujours un seul bouc émissaire. Il peut avoir un bouc émissaire de substitut, hein, mais en principe, il y a toujours un seul enfant qui sera vraiment, on peut dire, l'enfant rejeté. Merci beaucoup. Alors, pourquoi l'enfant bouc émissaire est-il décalé par rapport aux autres? L'enfant bouc émissaire est décalé par rapport aux autres, juste par rapport justement à sa capacité à pouvoir analyser les choses différemment, à son hypersensibilité, aussi parfois même à sa douance, parce que c'est un enfant qui va, dans le rejet, développer certaines qualités qui seront vraiment très différentes de ceux de ses frères et sœurs. C'est pour cela qu'il est décalé de cette famille. Merci. Est-ce que le bouc émissaire est une hyène faible? Oui, le bouc émissaire, selon les terminologies du vice-versa, selon la construction de la famille pervers narcissique, le bouc émissaire, en fait, désigne plutôt un comportement que le nom lui-même. Donc, on va dire que le bouc émissaire, également, c'est une hyène. Donc, c'est un enfant qui provient d'une meute hyène. Donc, c'est quelqu'un qui est rejeté, c'est quelqu'un qui est très vulnérable. Très bien. Peut-il y avoir des normaux pensants dans une meute d'hyènes et peut-il exister l'inverse? Oui, effectivement, il peut avoir des normaux pensants dans une médiane, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent dans cette médiane, s'ils ne trouvent pas très vite un environnement sain, euh, euh, plus tard, ils ne seront plus seulement des normaux pensants, mais ils vont aussi développer une certaine perversité et qui va justement les ouvrir les yeux sur la perversion narcissique et également sur tout ce qui se passe dans leur famille. En quoi le bouc émissaire est-il plus fort que la meute? Le bouc émissaire est plus fort que la meute parce que c'est d'abord quelqu'un qui peut s'en sortir tout seul dans la vie, en principe, parce qu'il a appris aussi à vivre assez isolé dans sa famille. Donc, il est plus fort également parce qu'il a une douance, il a beaucoup de luminosité. C'est quelqu'un qui est très éveillé et qui a vraiment un très grand sens de justice, de pardon, d'humanité. Donc, c'est pour cela qu'il est très différent et plus fort que la meute qui est elle-même est très vorace. Bon, c'est vraiment une meute d'hyènes, c'est une meute de charognards. D'accord. Est-ce que la meute d'hyènes redoute le bouc émissaire quand il est encore à l'intérieur du clan ou juste quand il est parti? La meute d'hyènes redoute le bouc émissaire quand il est à l'intérieur du clan, juste parce que justement, c'est quelqu'un qui peut révéler leur malice, qui peut montrer un côté qui est très humain, comme je disais tout à l'heure. Par rapport à la Meudienne. Et si la Meudienne redoute également du bouc émissaire, c'est parce que on sait que c'est quelqu'un qui peut aussi exposer la famille. Donc, et qui peut, du côté de l'enfant roi, être vraiment un adversaire très, très, très féroce. Donc, le bouc émissaire va être considéré comme
l'adversaire redoutable de l'enfant roi. En tout cas, ça, c'est la vision, partant de la vision de l'enfant roi. Donc, le bouc émissaire est son ennemi, c'est pour cela qu'il sera redoutable. Très bien. Et quand il est parti, est-ce qu'il est aussi redoutable, ce bouc émissaire? Le bouc émissaire est redoutable quand il quitte la Médiane, si et seulement si il s'est bien intégré dans la société, il a pu également guérir hein, de ses blessures, des morsures de la Médiane, et également si l'enfant roi n'arrive pas vraiment à mettre son autorité d'enfant roi en place, alors là, il devient toujours redoutable parce que l'enfant roi a peur du retour de l'enfant du bouc émissaire et également le bouc émissaire peut avoir la domination financière et spirituelle également de sa famille. C'est pour cela qu'il peut toujours être redouté même s'il quitte la famille. D'accord. Comment reconnaître un zèbre à cornes? Oui, c'est ça. Comment reconnaître un zèbre à cornes? Un zèbre à cornes, bon, c'est une appellation très typique du vice-versa. Un zèbre à cornes, c'est un hypersensible hein, qui a finalement, on peut dire, abrogé, hein, abrogé son, son processus de guérison. C'est quelqu'un qui est finalement resté dans la compassion de lui-même. Donc, un zèbre à cornes, c'est quelqu'un de très bien en principe, mais qui a tellement été blessé, qui a tellement été rejeté et qui n'accepte pas en fait de se remettre en question, de faire le travail sur lui-même et qui commence à en vouloir à tout le monde de telle manière il commence à devenir toxique même pour les autres zèbres, donc même pour des gens qui sont également victimes de la perversion narcissique. D'accord. Et est-ce que le zèbre à cornes peut redevenir un zèbre? Oui, le zèbre à cornes peut redevenir un zèbre, justement, comme je venais de le dire, si il retourne à la source, hein, à sa source de vie, et si également il fait ce travail on peut dire, de désintoxication, s'il essaie de pardonner, essaie un peu de se remettre en question, alors il peut redevenir, on peut dire, un vrai zèbre. D'accord. D'après vous, comment peut-on dominer la famille PN? Ah oui, comment on peut dominer la famille PN? On peut dominer la famille PN avec beaucoup d'argent aussi. Ce sont des matérialistes, on peut les dominer avec aussi le spirituel. Donc, quand on est vraiment un enfant de lumière, on peut les dominer. Et si on veut encore plus dominer la famille par un narcissique, alors il faudrait rentrer dans la famille par un narcissique pour les dominer de l'intérieur. Donc, à l'extérieur, on peut juste créer un certain espace, essayer de les faire peur. Mais vraiment, si on parle de domination en tant qu'elle-même, il faudrait revenir dans la famille vers un narcissique pour justement pouvoir mettre ses plans en exécution, mais ce n'est pas ce que je conseille. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous avons beaucoup apprécié vos sketchs que vous faites dans votre chaîne. Est-ce que vous vous projetez d'en faire un peu plus souvent? Oui, les sketchs, j'en projette de les refaire, mais ce sont parfois je peux dire, des pensées qui me viennent comme ça, et puis voilà, c'est spontané. Donc, je ne me suis pas encore vraiment beaucoup investi pour écrire des sketchs, mais ce sont justement des choses que j'ai envie de dire, et puis parfois, je pense que c'est mieux quand ça passe aussi par le sketch, par le rire, pour que les gens puissent un peu comprendre la réalité, mais avec beaucoup d'humour. D'accord. Comment vous êtes-vous relevé de la zombification? Ça, ça, c'est une question très intéressante. Comment je me suis relevé de la zombification? Mais, c'est comme tout le monde. Après, à un niveau de la vie, on comprend certaines choses. On commence à étudier, à apprendre, à s'instruire, à s'informer. Et voilà. Et après, c'est un processus. Donc, on peut dire que on n'est jamais complètement sorti de la zombification.
parce que on n'a pas, il nous manque le système financier. Mais ce n'est pas une question que je peux répondre ici dans le fond parce qu'elle est très profonde. Donc, mais pour sortir de la zombification, il faut s'instruire, il faut faire des coachings, il faut apprendre, il faut aller chez des thérapeutes, il faut suivre des vidéos et puis beaucoup lire. Et il faut investir également parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent sortir de ce cadre, des cadres toxiques, que ce soit familial, que ce soit interpersonnel, professionnel, mais qui ne veulent pas investir. Donc, il faut investir de son temps, de son argent pour acquérir la connaissance. Et ça, on le sait. Alors, quelle est la différence entre un hyper-empathie et un zèbre? Bon, un hyper empathe, c'est comme ça se dit, hein, c'est quelqu'un qui est hyper empathique, hein, qui peut bien se placer aussi à la place des autres, qui comprend hein, leurs sentiments, leurs émotions. Et je pense que c'était l'hypersensible, hein, par contre. Voilà, l'hypersensible, lui, il est un peu, il est aussi empathique, mais il entre très vite dans les émotions. Donc, c'est quelqu'un qui est très vite aussi manipulable hein, par les émotions des autres, qu'elles soient vraies ou fausses. Il tombe dans le trou, mais l'hyper-impact arrive quand même à faire la différence entre les émotions et aussi ce qu'il peut apporter ou bien ce qu'il peut supporter comme émotion de celui qui est en face de lui. Très bien. Alors, qui sont vos détracteurs sur les réseaux sociaux? Vous dites que vous pouvez gêner certaines personnes, mais qui sont ces personnes? Et pourquoi votre discours gênerait-il des gens? Oui, mais vous savez, la chaîne du vice-versa, c'est une chaîne psychospirit où on ne caresse pas dans le sens du poil, on dit des choses crûment qui ne plaisent pas toujours à tout le monde parce que, en fait, on est un peu là dans un, dans un souci de dézombification. Et voilà, donc il y a beaucoup de gens qui sont cachés, tapis dans l'ombre. Ça peut être le clergé, ça peut être également des confrères, hein. Ça peut être aussi juste des personnes lambda qui ne veulent pas justement que le message de délivrance, le message de guérison soit passé parce que c'est ce que nous avons comme retour sur la chaîne du vice-versa par rapport justement à ce travail. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord et puis certainement, ils sont de toutes les castes sociales. D'accord. Alors pour finir, nous avons une toute dernière question. Euh, la condition sociale rendrait la perversion narcissique plus vorace pour la communauté africaine ou pour les Africains. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est clair que quand on est pauvre, quand on n'a pas d'argent, quand on n'est pas indépendant financièrement, c'est plus facile d'être, je vais dire, le valet, d'être victime hein, de la perversion. Bon, on peut dire qu'il y a ce côté social de la population africaine qui fasse qu'elle soit victime, hein, parce que aussi on sait que les meutières, les familles parents narcissiques en Afrique sont vraiment très, très, très soudées, sont très grandes. Et c'est ce qui rend aussi parfois, je peux dire, la situation difficile pour ceux qui veulent sortir de ce genre de famille toxique. Parce qu'il y a des oncles, il y a des ramifications, il y a des tantes, il y a beaucoup de personnes tout autour. Et la société, justement, le social, le cadre social, culturel, ne le permet pas parce qu'on a encore des préjugés, on a encore des choses à l'ancienne, on va dire comme ça, qui font à ce que des gens restent dans le dogme, qui soient obligés de rester dans ce genre de famille. Pourtant, leur condition spirituelle, mentale et psychologique n'est pas vraiment très bonne. Donc, on peut dire que la condition sociale est un très grand facteur à la zombification, à la perversion narcissique en Afrique. D'accord. Ne pensez-vous pas que c'est tout simplement de la méchanceté pure? Oui, les gens sont méchants par nature, les gens sont méchants partout.
Mais je pense également que euh, en Afrique, la perversion narcissique ne vient pas seulement de la méchanceté, mais aussi de l'ignorance. Il vient aussi de l'ignorance parce que les gens sont ignorants, ils ne connaissent pas la vérité, ils ne veulent même pas avoir la vérité. Et justement, c'est pour cela que beaucoup vont être privés de certaines libertés, afin qu'ils ne puissent pas vraiment s'émanciper. Donc, ce n'est pas seulement question de méchanceté, il est bien vrai qu'il y en a cela partout, que ce soit en Occident, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, en Australie, mais c'est aussi l'obscurantisme. Hein. C'est l'obscurantisme, l'ignorance qui fait à ce que les gens s'entêtent dans la méchanceté et en plus soient couverts par des mots qui n'ont pas vraiment attrait à la perversion narcissique, pourtant, alors que parfois, dans certains cas, c'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, le vice-versa, d'avoir répondu à toutes mes questions. Et Merci également, Julie. Merci. Merci de m'avoir posé cette question. Merci, Julie. Je pense que tu pourras revenir une autre fois. Et puis, merci pour cet entretien. merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.